Je vous parle ailleurs des femmes savantes, celles qui ont eu la passion de l'étude, et en particulier celle de l'astronomie. Dans cette histoire, nous allons faire la connaissance de quelques femmes qui ont effectivement pratiqué l'astronomie. Mais à propos, saviez-vous que l'astronomie elle-même est une femme? Tenez, la voici. La tête dans les étoiles, un compas en main, accoudée à un splendide globe céleste. Bien sûr, ce n'est qu'une allégorie. Uranie, autrement dit la céleste, est une des 9 muses. Dans la mythologie grecque, elle est associée à l'astronomie ou plutôt à l'astrologie, la distinction n'étant pas encore claire. La revoici au centre d'une magnifique gravure. Elle tient dans ses deux mains le Soleil et la Lune. À ses pieds, des enfants personnifient les planètes. À sa droite et à sa gauche se rangent 10 des plus grands astronomes de l'histoire. Le personnage agenouillé au premier plan est l'auteur du catalogue d'étoiles que cette gravure accompagne. Il s'appelle Johannes Hevelius, natif de la ville de Gdansk, actuellement en Pologne. Il espère clairement passer à la postérité aux côtés de ses illustres prédécesseurs. Lesquels prédécesseurs vont des Grecs, avec Hipparque et Ptolémée, jusqu'aux modernes, avec Nicolas Copernic et Tycho Brahe. Même les Arabes dont les tables astronomiques sont parvenues en Occident ne sont pas oubliés. Mais dans cette galerie de portraits, il n'y a aucune femme. C'est normal, pensez-vous? Presque, parce qu'un détail cloche dans ce livre. Regardez les dates. Le livre est paru en 1690, 3 ans après la mort de Johannes Hevelius. Pourtant, son nom apparaît partout comme auteur en gros caractères. Il faut un peu d'attention pour dépister le véritable auteur. Celle qui signe une des dédicaces dans un petit coin en bas de page est l'humble Elisabetta, veuve Hevelius. Elle est beaucoup plus jeune que son mari, qu'elle a épousé à 16 ans alors qu'il en avait 52. L'histoire veut que la passion de l'astronomie, éveillée chez elle par Hevelius alors qu'elle était enfant, l'a conduite à se proposer comme épouse dès qu'elle a pu. Le tout est que leur couple semble avoir été harmonieux, unis qu'ils étaient par une passion commune. Hevelius n'a pas caché son bonheur de travailler avec son épouse et sa reconnaissance pour l'aide qu'elle lui a apportée. 10 ans après leur mariage, il publie un livre sur les machines célestes, comprenez les instruments d'observation. Le livre comporte de nombreuses gravures. Sur 2 d'entre elles, on le voit en train d'observer en compagnie de sa femme. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, les seules représentations que l'on ait d'elle. Je vais vous présenter quelques autres couples d'astronomes, mariés ou non. Sophie Brahe est la jeune sœur de Tycho, la seule de la fratrie, semble-t-il, qui ait su s'accommoder du caractère difficile de son frère. Elle a effectué de fréquents séjours à Uraniborg, dans l'observatoire créé par Tycho, mais on ignore à quel point elle a participé aux observations. Elle n'a rien publié, et son frère ne l'a pas cité dans ses propres livres. Pourtant, il semble avoir eu une réelle admiration pour ses capacités. Je lui conseillai fortement de se tenir loin des spéculations astrologiques, car je pensais qu'elle ne devait pas se consacrer à des sujets qui sont trop abstraits pour une femme. Mais c'est une forte tête qui a une telle confiance en elle qu'elle est l'égale de n'importe quel homme en matière d'esprit. Elle ignora mon conseil, se lança avec une avidité accrue dans ses études et apprit les bases de l'astrologie en peu de temps. Quand je vis cela, je cessai de m'y opposer et je lui conseillai simplement de rester prudente dans ses études futures. Dans le cas de Maria Kunitz, on ne sait pas vraiment non plus
jusqu'à quel point elle a collaboré avec son mari. Néanmoins, elle semble avoir été moteur, et il est tout à fait remarquable que ces tables, qui complètent et corrigent les tables rudolphines de Kepler, soient parues sous son propre nom. Entre Maria Winkelmann et Gottfried Kirch, la différence d'âge est presque aussi importante qu'entre les époux Hevelius. Kirch a commencé par calculer et faire imprimer pour les vendre des almanachs et des éphémérides. Après la création de l'Académie de Berlin, il devient astronome royal et continue ses calculs de table, maintenant au bénéfice de l'Académie. Sa jeune épouse, qui avait appris l'astronomie avant son mariage, contribue régulièrement aux éphémérides de son mari. Mais quant à la mort de Gottfried, Maria demande à l'Académie l'autorisation de le remplacer officiellement. Le bureau de l'Académie refuse. Elle disposait pourtant d'un soutien de poids, Leibniz en personne. Grâce à Leibniz, elle peut publier sous son nom dans les Acta Eruditorum. Cet article de 1712 annonce qu'il convient de se préparer à une grande opposition triple entre Saturne et Jupiter, car celle-ci ne manquera pas de donner naissance à une comète. Oui, bon, ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'on doit lui refuser le droit de dire des bêtises. D'ailleurs, Leibniz lui-même, bref. Maria Clara Aimart, elle, n'a laissé aucun texte. Je n'ai pas trouvé non plus de portrait d'elle. Elle a commencé les observations astronomiques très jeune, sous la direction de son père, et leur a appliqué son talent de peintre, rendant le plus fidèlement possible ce qui apparaissait dans l'œilleton de son télescope. Admirez ces magnifiques représentations des phases de la Lune, ainsi que ces phases de Vénus et de Saturne avec ses anneaux. De la même génération que Winkelmann et Aimart, Eustache Manfredi est un astronome de Bologne qui a acquis, par ses mérites et ses publications, une position scientifique enviée. Professeur à l'université de Bologne, auteur d'éphémérides et de tables largement diffusées, il a été nommé membre étranger des académies de Paris et de Londres. Il avait 3 frères et 2 sœurs, Maddalena et Teresa, dont je n'ai évidemment pas de portrait. Pourtant, il est de notoriété publique qu'elles ont assuré une grande partie des calculs liés aux publications de leur astronome de frère. Celui-ci, dans l'introduction de l'éphéméride qu'il a rendu célèbre, cite tous ceux qu'il doit remercier, sauf bien sûr ses 2 sœurs. Écoutez les explications embarrassées de Fontenelle quand il écrit son éloge funèbre. Monsieur Manfredi n'a pas manqué d'apprendre au public les noms de ceux qui l'avaient aidé dans la fatigante composition de ses éphémérides. Cependant, il a certainement reçu des secours qu'il a dissimulés, et on le lui reprocherait avec justice, si la raison qu'il a eue de les dissimuler ne se présentait dès que l'on sait de qui ils venaient. C'était de ses 2 sœurs, qui ont fait la plus grande partie des calculs de ces 2 premiers tomes. S'il y a quelque chose de bien directement opposé au caractère des femmes, de celles surtout qui ont de l'esprit, c'est l'attention sans relâche et la patience invincible que demandent des calculs très désagréables par eux-mêmes, et aussi longs que désagréables. Et pour mettre le comble à la merveille, ces 2 calculatrices, car il faut faire un mot pour elles, brillaient quelquefois dans la poésie. Je trouve ce passage très révélateur de la mentalité de l'époque. Oh, Fontenelle n'est pas particulièrement antiféministe pour son temps. Il a écrit dans sa jeunesse des entretiens sur la pluralité des mondes, qui ont lancé le genre littéraire de la vulgarisation astronomique pour les dames. Néanmoins, il semble trouver justifié que Manfredi
n'ait pas reconnu l'aide qu'il a reçue de ses sœurs. Son préjugé sur les femmes d'esprit, dont le caractère s'opposerait à la patience et à l'attention exigées pour les calculs astronomiques, est tout à fait typique du siècle des Lumières. Enfin, Fontenelle s'excuse presque d'introduire le néologisme calculatrice, puisque seul le masculin existait jusque-là. En tout cas, à la fin du siècle, la situation avait suffisamment évolué pour que Caroline Herschel, qui n'était a priori que l'assistante de son frère William, voit ses propres découvertes de comètes reconnues indépendamment de son frère, et obtienne même pour cela une pension royale du roi George III. Oui, certes 4 fois plus faible que celle de son frère. Et en France, au XVIIIe siècle, qui étaient les femmes astronomes? Les 3 exemples que l'on connaît gravitent autour de Jérôme Lalande, qui aura au moins eu le mérite de reconnaître leur mérite. Jérôme Lalande est l'astronome phare de la période. Ceux qui ne craignent pas l'anachronisme l'ont qualifié de médiatique. Il doit sa célébrité en partie à sa collaboration avec Clairaut. Clairaut, le voici. Il est l'inventeur d'une technique de résolution approchée du problème des 3 corps. Le problème des 3 corps, c'est la grande affaire des héritiers de Newton. De quoi s'agit-il? Quand 2 corps s'attirent mutuellement, la Terre et la Lune, le mouvement de l'un par rapport à l'autre se déduit des équations différentielles de la mécanique newtonienne. Et c'est l'un des grands succès des Principia Naturalis. Mais dans la réalité, les corps sont plus de 2. Et le système d'équations différentielles de la mécanique newtonienne n'a pas de solution explicite. Euler, d'Alembert, Lagrange, Laplace se sont attaqués à la question. L'originalité de Clairaut est que non seulement il a mis au point une technique de résolution approchée, mais de plus, il va la mettre effectivement en œuvre pour résoudre le problème le plus spectaculaire du XVIIIe siècle. Ceci est le passage de la comète de Halley, enregistré par la tapisserie de Bayeux en 1066. À l'époque, une comète était la plupart du temps interprétée comme un présage, et on n'avait pas idée que ce puisse être un phénomène périodique. En l'occurrence, la comète ne présageait rien de bon pour le roi Harold avant la bataille d'Hastings. Une théorie des comètes est insérée par Newton dans les Principia Naturalis. Elle est développée ensuite par Halley, qui prédit que la comète observée en 1682 reviendra 76 ans plus tard, en 1758. Sauf que ce n'est pas si simple. Si la comète revenait toujours exactement 76 ans après son dernier passage, cela aurait certainement été remarqué avant. Entre 2 passages, la trajectoire peut être accélérée ou retardée par la proximité de la comète aux 2 planètes les plus massives, Saturne et Jupiter. Calculer la trajectoire en tenant compte des perturbations de Jupiter et Saturne, c'est un problème à plus de 2 corps. La solution de Clairaut consiste à discrétiser la trajectoire pour considérer les perturbations locales comme constantes sur un petit intervalle de temps. Sauf que les calculs planifiés par Clairaut sont immenses. Écoutez son compte-rendu. Malgré tous les secours que j'ai pu emprunter, il m'a fallu faire moi-même une quantité innombrable de calculs arithmétiques et accepter les offres de M. de Lalande, qui a voulu se charger de beaucoup d'opérations pénibles. L'intérêt que cet académicien zélé a pris à ma théorie et le plaisir que j'ai eu à la lui communiquer n'ont pas peu contribué à entretenir le courage dont j'avais besoin pour en suivre l'application.
Mais en dépit des difficultés, le but est atteint. En octobre 1758, Clairaut tient sa prédiction. À ces quantités près que je compte déterminer incessamment, il me paraît que la comète attendue doit passer à son périhélie vers le milieu du mois d'avril prochain. On sent avec quel ménagement je présente une telle annonce, puisque tant de petites quantités, négligées nécessairement par les méthodes d'approximation, pourraient bien en altérer le terme d'un mois, comme dans le calcul des périodes précédentes. Donc, le retour est prévu début avril avec une précision d'un mois. La comète arrive en fait en mars. D'Alembert a beau faire la fine bouche, le succès est incontestable. C'est un triomphe non seulement pour Clairaut, mais pour la théorie de l'attraction universelle de Newton, qui reçoit une confirmation éclatante. Vous l'avez entendu, Clairaut a dûment exprimé sa reconnaissance à l'égard de Lalande. Mais écoutez le récit de ce dernier 44 ans plus tard. Au mois de juin 1757, j'engageai Clairaut à appliquer sa solution du problème des trois corps à la comète qu'on attendait et à calculer l'attraction de Jupiter et de Saturne sur la comète pour avoir exactement son retour. Madame Lepôte nous fut d'un si grand secours que nous n'aurions point osé sans elle entreprendre cet énorme travail où il fallait calculer pour tous les degrés et pour 150 ans les distances et les forces de chacune des deux planètes par rapport à la comète. Je lui ai rendu justice à cet égard dans ma théorie des comètes. Ah bon? Donc cette Madame Lepôte avait joué un rôle déterminant dans ce calcul gigantesque. Mais pourquoi Clairaut l'a-t-il passé sous silence? Lalande a son explication. En 1759, Clairaut avait également cité Madame Lepôte dans son livre sur la comète, où il profitait de cet immense travail. Mais il supprima cet article par complaisance pour une femme jalouse du mérite de Madame Lepôte et qui avait des prétentions sans aucune espèce de connaissance. Elle parvint à faire commettre cette injustice à un savant judicieux, mais faible, qu'elle avait subjugué. On sait qu'il n'est pas rare de voir les femmes ordinaires décrier celles qui ont des connaissances, les taxer de pédanterie et contester leur mérite, pour se venger de leur supériorité. Celles-ci sont en si petit nombre que les autres sont presque parvenus à leur faire cacher ce qu'elles savent. Vous m'en direz tant. Cette Madame Lepôte, qui est devenue une calculatrice aussi précieuse pour Lalande et Clairaut, la voici. C'est l'épouse de l'horloger du roi, et elle est devenue l'amie de Lalande parce qu'ils étaient voisins, tout simplement. Ses contributions ne se sont pas arrêtées au retour de la comète de Halley. Pendant presque 30 ans, elle a fait du calcul astronomique son activité principale. Ceci est un des rares exemples où elle apparaît comme auteur. C'est un schéma décrivant une éclipse à venir le 1er avril 1764. La seconde ligne indique qu'elle a été calculée pour Paris par Madame Lepôte de l'Académie royale de Béziers. Cette nomination à l'Académie royale de Béziers est due à Lalande. C'était bien le moins qu'il pouvait faire. En 1759, je fus chargé de la connaissance des temps, ouvrage que l'Académie des sciences publiait chaque année pour l'usage des astronomes et des navigateurs, mais dont les calculs pouvaient occuper plusieurs personnes. J'eus le bonheur de trouver dans Madame Lepôte un secours sans lequel je n'aurais pu entreprendre ce travail. Et elle continua jusqu'en 1774, temps où un autre académicien se chargea de ce pénible emploi. Mais alors, elle commença de s'occuper du travail des éphémérides. Dans celui-ci, elle fit seule les calculs du Soleil, de la Lune et de toutes les planètes.
comme on le voit dans la préface où j'avais soin de rendre justice à mes coopérateurs. Certes, il rendait justice à ses coopérateurs, mais il ne donnait pas forcément une idée correcte de l'usine de calcul astronomique qu'il avait mise en place. Son concurrent Cassini de Thury ne se prive pas d'ironiser. Lalande est aussi réputé l'auteur de l'ouvrage que l'Académie publie tous les ans sous le titre Connaissance des temps. Les envieux de M. de Lalande prennent de là, mais à tort, l'occasion de le décrier, en relevant nombre de fautes répandues dans un ouvrage qui devrait être parfait, puisqu'il émane de l'Académie. Mais pour la gloire de M. de Lalande, il faut savoir que toutes les erreurs doivent tomber sur les commis négligents et les ouvriers ignorants d'une manufacture d'astronomie qu'il a levée à ses frais pour être en état de fournir à 20 gazetiers et journalistes avec lesquels il a pris des engagements. Cette manufacture est dirigée en second par une académicienne de je ne sais plus quelle académie et ne peut manquer d'être utile au public et à la gloire de ce monsieur de Lalande. L'académicienne de je ne sais quelle académie, vous l'avez deviné, c'est Nicole Reine-Lepaute. À son décès, elle sera remplacée à l'Académie de Béziers par une autre amie de Lalande, Louise Dupierry. Comme Nicole Reine-Lepaute, elle calcule des éphémérides, prédit des éclipses, la plupart du temps pour d'autres. Voici pourtant des tables de la durée du jour et de la nuit pour la latitude de Paris à chaque jour de l'année. Elle en est bien l'auteur. En plus de Nicole Reine-Lepaute et Louise Dupierry, Lalande recrute dans sa propre famille. Ces calculs, Madame Lefrançais, ma nièce, les entreprit avec un courage au-dessus de son âge et de son sexe. Consacrée à l'astronomie par son mariage et par mon adoption, elle voulut encore y consacrer sa fille dès sa naissance. Cet enfant de l'astronomie naquit le 20 janvier, jour où nous vîmes à Paris pour la première fois la comète que Miss Caroline Herschel venait de découvrir. On donna donc à l'enfant le nom de Caroline. J'espérais qu'apprenant un jour toutes les circonstances qui avaient environné sa naissance, elle tâcherait de justifier les présages qui avaient devancé sa vocation. Trop longtemps, les femmes ont été écartées des études qui pouvaient les rendre plus intéressantes et plus heureuses, et donner aux sciences plus d'activité et plus de prosélytes. La nièce dont parle Lalande s'appelle Marie-Jeanne Harley. Elle a épousé un neveu de Lalande, prénommé Michel. L'oncle académicien s'est chargé de la formation astronomique du jeune couple pour les embaucher dans son usine à chiffres. Il ne serait pas correct de vous laisser croire qu'il n'y a eu que des assistantes, des observatrices et des calculatrices. La première femme à être reconnue en tant que théoricienne de l'astronomie est Mary Somerville. Je vous en parle ailleurs pour l'aide qu'elle a apportée à Ada Lovelace. Le premier exploit qu'il a fait connaître est d'avoir lu et compris le monumental traité de mécanique céleste de Laplace. Les 5 tomes totalisent presque 2000 pages, pleines de formules et de raisonnements compliqués. Mary Somerville est une des rares au monde à avoir maîtrisé le monstre de manière suffisamment approfondie pour pouvoir traduire, en les résumant, les 2 premiers tomes. Cela donne ce livre, qui sera un grand succès et établira Mary Somerville définitivement parmi les plus grands. Plus que les louanges et les distinctions, le récit qu'elle fait elle-même d'une réception dans la propriété des Laplace à Arcueil vous montrera le respect qu'elle inspirait aux meilleurs parmi les mathématiciens français du temps. Elle vient d'Angleterre, et nous sommes en 1817, 2 ans après Waterloo.
Elle a 37 ans, Laplace en a 68. Monsieur Arago avait dit à monsieur Laplace que j'avais lu la mécanique céleste. Donc, nous avons beaucoup parlé d'astronomie et de calcul différentiel, et il m'offrit un exemplaire de son système du monde avec sa dédicace, ce qui me fit extrêmement plaisir. Je parlais très mal le français, mais j'étais moins perdu sur des sujets scientifiques, car presque tous mes livres de sciences étaient en français. Les autres convives étaient messieurs Biot, Arago, Bouvard et Poisson. J'étais assise à côté de monsieur Laplace, qui se montra extrêmement gentil et attentionné. Reconnaissons-le, des astronomes mathématiciennes du calibre de Marie Somerville, je n'en ai pas beaucoup à vous montrer au XIXe. La tradition des calculatrices humaines, dont les exploits ont été passés sous silence, est restée bien vivante jusqu'au XXe siècle. Tenez, allez donc voir les figures de l'ombre, ou bien lisez le livre de Margot Chatelain. Pour terminer, vous allez avoir droit à un poème écrit par Jérôme Lalande pour Nicole Rennes Lepote. Accrochez-vous, ça va rimer sec. Deux tables de sinus toujours environnées, vous suivez avec nous Hipparque et Ptolémée. Mais ce serait trop peu que de suivre leurs traces et d'être au rang de ceux que nous comblons d'honneur. Reine, si vous n'étiez et le sinus des grâces et la tangente de nos cœurs. Ah, je vous avais prévenu.